uniquement si vous êtes sur un contrat à distance ou si vous êtes sur un contrat hors établissement. Euh, Première chose. Ensuite, je voulais aussi vous donner une petite information, mais je pense que vous l'avez eu à travers à travers la SOCEM, le médiateur. Donc, vous le savez, le médiateur, c'est obligatoire. Virginie, ôtez-moi juste d'un doute. On est d'accord que pour les membres, leur cotisation au médiateur est comprise dans la cotisation à SOCEM, n'est-ce pas? Absolument, c'est bien ça. Ok, parce que j'étais pas sûre. Souvent, je dis aux filles, je crois que c'est compris dans le prix, dans la cotise à ce SEM, mais je voulais être sûre de pas raconter de bêtises. D'ailleurs, j'en profite pour faire un rappel, c'est inclus, mais il faut quand même que les personnes fassent la démarche auprès du Exactement. médiateur pour Voilà, pour s'enregistrer. s'inscrire en gros. Ouais. C'est ça. Et ce que je voulais vous dire, mais je crois que la SOCEM a fait passer le message, le médiateur, pour vous, c'est toujours le même et il a changé d'adresse. Donc c'est très simple, vous pouvez aller en ligne et retrouver l'adresse exacte. Il est à Saint-Étienne, ou en tout cas du côté de Saint-Étienne. Mais voilà, pensez à mettre à jour, hein, vous n'avez pas besoin de moi, faites-le directement sur vos contrats, mettez à jour l'adresse du médiateur. Ensuite, je voulais aussi vous faire un petit point pareil sur une question qui concerne le droit à l'image et qui revient très souvent. Alors, je voulais vous faire un petit point sur le consentement. Comme vous le savez, et celles avec qui je travaille régulièrement, celles ou ceux, vous le savez, vous êtes obligé de demander le consentement des gens si vous voulez publier leur image. Faites attention. La plupart d'entre vous, je sais que j'enfonce une porte ouverte, hein, mais à partir du moment où vous publiez une photo qui contient l'image d'un client, des mariés ou des invités, vous devez demander leur consentement. Moi, généralement, ce que je fais pour vous, c'est que je mets une clause qui permet de dire qu'à partir du moment où les clients, ils ont signé votre contrat, ils ont accepté, ils ont consenti à ce que vous puissiez publier leur image. Mais attention, et ça aussi, généralement, je le mets hein, dans vos conditions générales, donc ne l'effacez pas. Si jamais vous avez envie d'utiliser pour votre prospection commerciale ou pour votre site internet, pour votre pub, des photos qui contiennent l'image des invités, vous devez demander le consentement express des invités pour publier leur image. Tout simplement, et ça aussi c'est une question qui me revient régulièrement, si les clients ont signé votre contrat dans lequel moi j'ai écrit que voilà, ils donnent leur consentement pour la publication des images, ça ne veut pas pour autant dire que les invités au mariage, eux, ont donné leur consentement. Donc, si vous voulez publier une jolie photo sur laquelle il y a la photo des mariés et il y a aussi l'image de tonton Jacques et de tata Blandine, eh bien, il faut demander le consentement de tonton Jacques et de tata Blandine. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire, ça va de soi, hein, et puis je sais à nouveau, j'enfonce une porte ouverte pour certains ou certaines. Si jamais vous décidez de publier des photos du mariage alors qu'il n'y a pas d'invité dessus, c'est bon, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Là où vous devez demander le consentement, c'est si il y a l'image de quelqu'un. Si vous publiez par exemple la photo de la décoration ou si vous publiez simplement une photo, vous voyez, des tables joliment décorées avant que les invités s'installent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'image de gens. Et donc à partir de là, vous n'êtes pas obligé de leur demander l'autorisation. Si jamais, ça aussi c'est une question que je m'étais notée parce qu'elle me revient souvent, si jamais vous voulez publier une photo d'une table ou de votre décoration et qu'il y a des gens au fond de la photo, tout dépend de la question de savoir si les gens sont reconnaissables. Si vous voulez publier une photo de votre décoration avec des gens qui sont au fond, qui sont un peu flous et qui sont pas reconnaissables, vous n'avez pas besoin de leur demander leur autorisation. Par contre, si on voit très bien de quelle personne il s'agit, là, il faudra leur demander. Voilà. Je voulais aussi vous faire un petit point plus global sur les données personnelles, parce que récemment, il y a eu pas mal de décisions de jurisprudence, enfin des contentieux sur le sujet du traitement des données personnelles. Alors, je vous rappelle, même si vous le savez déjà, que vous êtes obligé de d'indiquer dans votre contrat une durée limite pendant laquelle vous allez conserver les données personnelles des clients. Je vous rappelle, là aussi c'est du vécu, que la raison pour laquelle souvent, enfin ça dépend de quel métier vous exercez, hein, mais quand même globalement vous dans vos trois métiers, que ce soit officiant, alors du coup designer.
pas trop besoin, ou wedding planner, enfin surtout pour les wedding planners, généralement, moi j'ajoute que vous traitez, par exemple, des données personnelles qui sont, type, par exemple, des allergies alimentaires. Quelquefois, il y en a certaines qui me disent, mais pourquoi on met les allergies alimentaires dans les données personnelles? C'est parce que les allergies alimentaires, en fait, c'est ce qu'on appelle une donnée de santé. Et vous êtes obligé de demander le consentement express des clients pour traiter leurs données de santé. Donc, typiquement, si vous êtes wedding planner et que vous allez demander voilà, quelles sont les allergies alimentaires éventuelles de vos clients? C'est une donnée de santé, donc il va falloir leur demander le consentement express. C'est pour ça que je les mets dans les CGV. Euh, donc je vous disais, on est obligé d'indiquer la durée de conservation des données personnelles. Pourquoi? C'est parce que si vous voulez, la substance du droit relatif aux données personnelles, c'est de dire qu'un professionnel n'a le droit de conserver des données personnelles que pendant le temps où c'est nécessaire. C'est pour ça que dans votre mapping, vous êtes censé supprimer les données personnelles une fois que vous n'en avez pas besoin. Et là, une fois que vous n'en avez plus besoin. Et là, je viens à un point important où on a souvent des débats avec certains et certaines d'entre vous sur la durée de conservation. Euh, Moi, ce que je vous conseille, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, tout ce qui est donné qui sert ensuite à votre comptabilité, je pense typiquement à vos factures, vous êtes obligé de les garder pendant 10 ans. Donc ça, généralement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer, après c'est à vous de voir. C'est à vous de voir combien de temps vous avez besoin des données personnelles. Mais ce que moi je vois, c'est que vous avez besoin de toutes les informations que vous collectez jusqu'au mariage ou jusqu'à l'événement, que ce soit un mariage ou que ce soit, je sais pas, un anniversaire ou n'importe quoi. Et ma compréhension, c'est que une fois que l'événement il est passé, vous n'avez plus besoin des données, sauf peut-être de l'email ou du numéro de téléphone des clients. Parce que la plupart d'entre vous, 1 an après le mariage ou 3 ans après ou autre, vous allez peut-être envoyer un petit email à vos clients, vous allez leur proposer d'organiser, je sais pas, leur anniversaire de mariage, etc. Donc moi, ce que je trouve pas mal, c'est de dire que vous supprimez les données personnelles, allez, on va dire maximum 3 ans après la fin de l'événement. Et par contre, vous pouvez vous permettre de garder leur email pendant plus longtemps. Parce que je crois que typiquement, peut-être Vincent, il le fait, à mon avis, Vincent Noël ou d'autres. Je sais que vous envoyez un petit email en disant bon anniversaire de mariage, ce genre de choses. Donc vous pouvez garder l'email. Mais le reste, idéalement, ce sont des données dont vous n'avez plus besoin. Typiquement, les allergies alimentaires ou les informations personnelles qui vous ont permis de rédiger le texte de la cérémonie laïque. Après l'événement, vous n'en avez plus besoin. Donc, faites l'effort de les supprimer et c'est généralement comme ça que je le mets en musique dans vos conditions générales. Aussi, un autre point important où j'ai parfois des débats avec certains d'entre vous, c'est sur le fait que, je sais que vous savez, hein, pour la plupart, mais les clients, ils ont un droit d'accès aux données personnelles que vous collectez. Donc, ils ont le droit de vous dire, mais au fait, Virginie ou n'importe qui d'autre, Sandra, quelles données personnelles est-ce que vous avez sur moi? Donc, vous devez leur indiquer. Et dans une certaine mesure, bien sûr, ils ont le droit de vous indiquer comment est-ce qu'ils souhaitent que leurs données personnelles soient traitées. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi, sachez que, en ce qui concerne la prospection commerciale, donc vous savez ce que c'est, hein, la prospection commerciale, c'est à partir du moment où vous allez vous retourner vers un client pour dire, écoutez, je vous avais fait un devis, vous n'aviez pas donné suite, est-ce que vous voulez quand même que j'organise votre événement? Ou la prospection commerciale, c'est vous avez organisé le mariage et 10 ans après, vous leur proposez d'organiser, alors je sais pas quelles noces c'est, est-ce que c'est les noces de coton ou quoi que ce soit, mais vous revenez vers eux des années après pour organiser un anniversaire de mariage. Ça, c'est de la prospection commerciale. Ils peuvent s'y opposer. C'est très important. C'est comme vous, euh, on reçoit tout un tas de publicités par email. Eh bien, si vous regardez bien, quand vous avez commandé un jour, je ne sais pas moi, un produit de beauté en ligne, vous recevez ensuite de la publicité. Il y a toujours une petite mention en dessous du mail sur laquelle vous pouvez cliquer pour demander à ce qu'il ne vous prospecte plus. Eh ben, c'est pareil. Donc pour celles qui se posent encore la question, oui, les gens ont le droit de s'opposer à la prospection commerciale.
Ensuite, aussi un petit point pratico-pratique, c'est pas du, pour le coup, c'est pas du droit, mais c'est un peu un conseil d'amis. Certaines m'ont déjà demandé, tiens, mais en fait, pourquoi est-ce que au bas du contrat, tu mets le nom et le prénom des deux clients? Est-ce que c'est obligatoire de faire signer les deux clients? Donc le marié et la mariée, monsieur et madame, ou les deux monsieur ou les deux madame. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Pourquoi? Parce que c'est comme tout contrat. Si vos deux mariés signent, ça veut aussi dire qu'ils sont co-débiteurs solidaires de la dette. Exemple, si vous ne faites signer que madame, si jamais, ça peut arriver hein, parfois, s'ils décident d'annuler leur mariage parce que, ben voilà, en fait, ils se marient plus ou n'importe quoi, et que vous, il reste des sommes qui vous sont dues, si ça n'est que madame qui a signé, et que madame ne paye pas, eh bien, vous ne pouvez pas aller demander à monsieur de payer. Alors que si monsieur et madame, ou les deux monsieur, ou les deux madame signent en même temps, ils sont co-débiteurs solidaires de la dette, vous allez pouvoir leur demander le paiement aux deux. Donc ça, c'est, je dirais, un peu un conseil pratico-pratique. Euh, un autre sujet que je voulais aborder, pareil, qui revient souvent, c'est sur tout ce qui est changement de prestation. Parfois, il y en a certains d'entre vous qui me disent, si jamais on s'est entendu sur un type de prestation et que les clients décident de changer, est-ce que on est obligé d'accepter des changements de prestation? Ben, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire dans vos conditions générales que, et c'est souvent ce que je fais pour la plupart d'entre vous, c'est de dire que qui dit changement de prestation dit supplément de prix. Je sais également, et c'est tout à fait normal, que le jour où vous signez avec vos clients, vous n'êtes pas en mesure de savoir s'il y aura un changement de prestation et vous êtes encore moins en mesure de savoir quels seront les changements. Donc c'est impossible d'anticiper en avance euh, quelle sera la modification du prix. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire un petit laïus qui consiste à dire que tout changement de prestation égale supplément qui sera soumis au client sous forme de devis. C'est très très simple. Vous leur faites signer un contrat sur lequel vous vous engagez pour telle prestation à tel prix. Et si jamais les clients décident, par exemple, de changer de lieu, ça m'est arrivé hein, très souvent, certains d'entre vous qui m'appellent et qui me disent, voilà, les clients devaient se marier dans telle ville et en fait, finalement, ils ont complètement changé d'idée. Ils se marient plus à Nice, ils se marient à Bordeaux. Bah, Bordeaux, c'est pas le même prix, parce que si vous, vous êtes wedding planner, mettons niçoise, organiser un mariage à Nice, c'est chez vous, c'est facile. Si jamais vous devez aller à Bordeaux, déjà, vous n'êtes pas obligé d'y aller, parce que du coup, c'est une modification du contrat, donc vous acceptez ou vous refusez. Et puis, vous avez tout à fait le droit de dire, bah, en fait, si on va à Bordeaux, je vais vous faire un devis avec un supplément de prix, parce que pour vous, il y a du train ou de la voiture pour aller à Bordeaux, pour vous déplacer, et puis vous devez faire une recherche complète de nouveaux prestataires, donc c'est pas la même chose. Je m'adresse par exemple, je sais que Vincent est là. Bon bah Vincent, si vous officiez à Paris ou si vous officiez en Crète, c'est quand même pas la même mayonnaise. Donc s'il y a un changement de prestation, notamment de lieu, ben forcément ça nécessite un supplément de prix. Et là vous soumettez un devis à vos clients. Le changement de lieu, on en a parlé. Aussi un autre petit conseil, parce que souvent on me pose la question, il m'arrive de temps en temps dans les contrats de vous proposer, alors certains ou certaines ne sont pas à l'aise avec ça. Moi souvent je vous propose euh, sur les conditions particulières lorsqu'on indique le nom et les prénoms des clients, souvent je vous propose de rajouter leur date de naissance. Et on m'a déjà régulièrement demandé, est-ce que c'est obligatoire de mettre la date de naissance de vos clients? Non, ce n'est pas du tout obligatoire. Et plusieurs d'entre vous ne sont pas à l'aise avec ça parce que c'est une donnée qui est quand même très intime. Donc si vous ne voulez pas le demander, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que si les clients acceptent de donner leur date de naissance, pour vous, c'est pas mal parce que si jamais il y a un contentieux et que demain, vous avez besoin d'envoyer un huissier de justice pour chercher, récupérer votre argent.
L'huissier de justice, généralement, pour exécuter ce que vous l'avez demandé, donc c'est-à-dire pour aller réclamer le paiement à vos clients qui seraient débiteurs de sommes vous revenant, il est obligé d'avoir l'identité, non seulement l'identité, l'adresse et la date de naissance des clients. Ça facilitera les choses pour identifier le débiteur. Donc ça n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant de le rajouter. Voilà. Ensuite, aussi, un autre petit point sur la sous-traitance. Beaucoup d'entre vous me disent, est-ce que j'ai le droit de sous-traiter la prestation? Tout dépend de ce qui est écrit dans le contrat. Moi, généralement, et souvent à votre demande, je vous mets une clause qui dit que voilà, l'officiant ou la wedding planner ou la designer aura la possibilité de sous-traiter la prestation. Donc, je l'écris noir sur blanc pour que ce soit clair. Je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, je pense à une wedding planner, enfin surtout une designer qui est avec vous à la SOCEM, qui a monté une activité effectivement où elle propose de mettre en relation des designers ou des officiants ou des wedding planners qui ont besoin de sous-traiter. Et elle vous propose de vous mettre en relation entre une personne d'un côté qui veut faire des remplacements et une autre personne de l'autre qui tout simplement voilà, est en recherche de quelqu'un pour sous-traiter. Je ne donne pas son nom. Si elle est là, elle peut juste me faire un petit email pour me dire si elle est d'accord que je parle de son activité ou pas. Bref, tout ça pour dire que oui, vous pouvez sous-traiter. Essayez, dans la mesure du possible, de sous-traiter à une personne de confiance. Voilà. Et j'en viens aussi à un point un petit peu critique où souvent j'ai des questions sur ça. Souvent, vous, les membres de la SOCEM, vous travaillez seuls, c'est-à-dire que vous avez votre activité et vous connaissez des consoeurs euh, autour de vous. Moi, ce que je conseille, si jamais vous avez un problème, par exemple, de santé, c'est-à-dire que si jamais vous êtes dans la situation dans laquelle vous ne pouvez vraiment pas honorer votre prestation, ça peut arriver, hein, vous pouvez être enceinte et puis le bébé arrive plus tôt. Et en fait, un mois avant le mariage, vous vous dites, mince, mais en fait, la coordination jour J, je vais pas pouvoir la gérer parce que je sens que je vais accoucher d'un jour à l'autre. Ou si, par exemple, vous êtes hospitalisé ou quoi que ce soit. Là aussi, c'est pas du droit, mais par rapport à ce que j'ai pu voir, moi je trouve qu'une bonne pratique, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir l'ensemble de vos documents, donc c'est-à-dire le planning du mariage, enfin toutes les informations relatives à un contrat, accessible via un drive par exemple. Et si c'est possible, essayez de faire en sorte qu'il y ait au moins une personne, votre conjoint ou une consoeur avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui ait accès à ce drive pour que si jamais vous êtes à l'hôpital, hospitalisé, en train d'accoucher ou quoi que ce soit, qu'il y ait au moins une personne qui ait accès à votre travail, qui puisse du coup prévenir les clients. Parce que si vous êtes hospitalisé, peut-être que vous ne serez pas en mesure de prévenir vos clients que vous ne pouvez pas assurer le jour J. Donc il y a au moins une personne qui puisse prévenir les clients, voire éventuellement trouver une de vos consoeurs de confiance à qui vous pourriez sous-traiter la prestation. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour faire le point sur, on va dire, les grandes questions qui me sont posées. J'espère que c'était clair. J'ai pas Euh, mal de questions sur le je- chat, Claire. Alors, Je ne sais pas couper, il, alors du coup, je vous ai laissé ouais, dérouler. Donc, alors, il y a il nous reste Vanessa qui 5 posait la minutes. question. Ouais. Je vais essayer de voir les questions que je peux prendre dans les 5 minutes qui nous restent. Ok. Touk, touk, touk. Attendez, je regarde les questions. Il y a Vanessa qui posait Hop. la question sur la rétractation des clients Ouais. Quelle était la question? avec la Peut-être que ce sera plus rapide si vous me la reposez plutôt que de... Vanessa, t'es là, du coup, si tu veux poser ta question plus précisément. Allez. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Claire et bonjour tout le monde. Vous êtes passé assez vite. Enfin, en plus, moi, j'ai eu des problèmes de connexion. Sur les droits de rétractation, je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé de hors établissement. Oui. Enfin, Alors, en fait, le droit de rétractation, il s'applique à partir du moment où vous êtes sur un contrat
conclus à distance ou hors établissement. À distance, c'est effectivement le cas dans lequel vous pouvez être, par exemple, avec des clients que vous n'avez jamais vus avant le mariage. Hors établissement, en fait, ce sera pas tellement votre cas à vous. En fait, hors établissement, pour la petite histoire, le droit a mis en place un droit de rétractation à la base pour lutter contre, vous savez, les gens qui Oui, les ventes allaient forcées. frapper à la porte des gens. Je ne sais pas Les si ça ventes se fait encore forcées. aujourd'hui. Si, Alors si, par il y contre, a j'ai un beaucoup de écho. personnes âgées. Je ne sais pas Il y a si vous beaucoup de m'entendez. personnes âgées. C'est les ventes forcées. C'est ça, les ventes forcées à domicile. C'est ça dont vous parlez. Oui, exactement. Alors effectivement, je sais que certains d'entre vous ont des bureaux. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément de bureau. Vous travaillez chez vous. Et que quand on est wedding planner, quand on est officiant, on va pas nécessairement aller, enfin, vous n'allez jamais frapper à la porte des gens pour leur proposer vos services. Mais bon, vous, dans la plupart des cas, vous serez plutôt dans le cadre des contrats conclus à distance. Mais disons que le régime, que vous soyez dans un contrat hors établissement ou que vous soyez dans un contrat conclu à distance, le régime de rétractation, pardon, est le même, c'est-à-dire 14 jours. Si ça répond à votre question, Vanessa. Oui, oui. Ah, attendez, excusez-moi. Ok. Oui, c'est tout à fait clair et Ok. merci beaucoup en tout cas de cette précision. J'essaye de regarder si je peux prendre encore quelques autres questions dans les 2 minutes qui me restent. Pourquoi intégrer la demande sur les données de santé dans les CGV si on parle de celle des invités et non pas de celle de vos clients? Attendez, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Bonjour, c'est moi qui l'ai posé, Mélanie, vers le mariage. Mhm. Donc, vous avez dit qu'il fallait intégrer une mention sur les données de santé dans les CGV. Oui, c'est le Quand on cas dans demande les lequel. allergies, ce sont celles des invités en grande partie. Ouais, Donc, c'est vraiment nécessaire de mettre ça dans les CGV, puisque mettez-le. Si, les si, clients mettez-le. ne sont pas les invités. Effectivement, les clients ne sont pas les invités, mais dans la mesure où, en fait, vous n'allez jamais pouvoir contacter chacun des clients pour leur dire, bah écoutez, voilà, on a compris que vous aviez besoin d'un régime particulier. Alors si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais au jour d'aujourd'hui, sur un mariage, vous aurez probablement un quart des gens qui ont des allergies alimentaires, ce genre de choses. Donc, c'est mieux que rien de le mettre dans les CGV et de le faire signer par les clients qui vont inviter ces gens-là à leur mariage plutôt que de rien mettre du tout. Entendu, merci. Ensuite, Poser Virginie, je poser crois, une avait question en une direct ou pas? question. On peut poser une question en direct ou pas? Sinon, j'en ai une. Allez-y. Bonjour Ouais. Maud. Bonjour Claire. Je voulais savoir, concernant dans le contrat, vous avez mis quelque chose sur les frais de déplacement. Ouais. Ça reste suffisamment, on va dire, enfin, je sais pas si c'est un terme qui va vous aller vague pour que plein de choses soient possibles. Je voulais quand même savoir, il est préférable de faire un forfait et dire au client frais de déplacement ça comprend la nuit, le déplacement en voiture, Franchement, il n'y a etc. pas Faut de leur faire règle. un détail ou pas? Ouais. Je vous entends pas hyper bien, Maud. Je Ah, comprends que votre pardon. question, c'était de savoir pour les frais de déplacement, est-ce qu'on fait un forfait ou est-ce qu'on facture plutôt au réel? Oui, c'est ça. En Oui. fait, peu importe. Juridiquement, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez faire l'un comme vous pouvez faire l'autre. Le seul point, c'est qu'il faut annoncer la couleur. Mhm. C'est-à-dire, il faut leur dire, bon, ben voilà, je vous facture un forfait ou je vous facture au réel. Voilà. D'accord. L'idée, c'est que vous pouvez pas facturer au réel si vous leur avez donné un forfait, enfin, si vous leur avez annoncé un forfait et vice-versa. Voilà. Ok. En fait, disons que de manière générale, sur les frais supplémentaires, que ce soit le déplacement, que ce soit les repas, ou que ce soit des frais supplémentaires parce que vous avez du travail en plus, parce qu'ils ont finalement décidé de changer les modalités du mariage, en fait, vous pouvez toujours appliquer des frais en plus, il faut juste annoncer la couleur. D'accord. Ok. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser pour celles qui font des destination weddings. Et là, je pense à Vincent qui en fait pas mal. Je pense à certains d'autres des membres qui font des destination weddings. Bon, ne mettez pas un forfait. Parce que si vous allez marier des gens en Crète ou si vous allez marier des gens au Maroc, en fait, vous n'êtes pas capable de faire un forfait pour le déplacement. Parce que vous savez jamais combien ça va vous coûter. En fait, le forfait, c'est pratique si vous savez globalement combien ça va vous coûter et que vous pouvez imposer un forfait et que vous savez que vous allez rentrer dans vos frais. Par contre, si vous vous mettez à faire un mariage, dans un riad au Maroc ou quoi, vous ne savez jamais à l'avance combien ça va vous coûter. Vous savez pas combien va vous coûter l'avion, vous savez pas combien va vous coûter l'hôtel, combien de temps vous allez rester, etc. Donc,
Sur un destination wedding, ne faites pas un forfait. Facturez au réel. Ça a répondu à votre question, Maud? Oui, merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Super. Je pense que je peux prendre encore une question. Si vous voulez poser des questions à l'oral. Attendez, Virginie a posé une question dans le chat. Si je ne me trompe pas, l'avenant permet d'ajouter quelque chose. Il n'y a pas de rupture du contrat. Dans le cas d'un changement de prestat, est-ce que le client, peut-être que le client ne sera pas d'accord de payer le supplément. Donc c'est plutôt un nouveau contrat. Ah, c'était Euh, juste pour répondre à la ouais. question du dessus. Je sais pas, ouais. D'accord. Alors attendez, la question de récession, ne peut-on pas juste faire un avenant au contrat avec des nouvelles règles, nouvelles conditions? Oui, oui, vous pouvez faire un avenant. Oui, oui, vous pouvez tout à fait faire un avenant. En fait, c'est comme c'est plus simple pour vous. Vous pouvez faire un avenant et vous pouvez aussi alternativement proposer un devis. Mais généralement, ce que j'essaye de faire souvent à votre demande à vous, c'est que j'essaye de dire que le devis fait partie du contrat. Donc, qui dit changement de prestation, dit nouveau devis, et donc c'est comme si on faisait un avenant au contrat, à partir du moment où on dit que le devis fait partie de votre contrat. Voilà, ça revient au même. Vous faites comme c'est plus simple. Si vous voulez, la règle d'or, c'est toujours un peu la même et c'est jamais très compliqué. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas facturer des frais supplémentaires sans avoir annoncé la couleur. C'est ça. Donc après, soit vous faites un avenant au contrat, soit vous leur proposez un nouveau devis. À partir du moment où ils l'acceptent et vous arrivez à faire signer un nouveau contrat ou faire signer un nouveau devis, c'est bon. L'essentiel, c'est que le client sache ce qu'il va payer en plus. Voilà. Je peux prendre peut-être encore une question et après je vais devoir vous laisser parce qu'on était parti sur 30 minutes de formation. Est-il possible de mettre une clause de respect mutuel dans les CGV avec rupture du possible, avec rupture du contrat pour non-respect de cette clause? Alors Claudia, je crois qu'on se connaît en plus, Claudia Giboni. Quand vous dites une clause de respect mutuel, vous pensez à quoi en particulier? Claudia? Vous m'entendez? Allô? Bonjour Claudia. Bonjour. Je crois qu'on se connaît peut-être. Quand vous dites une clause de respect, ce que vous voulez dire par là, c'est quoi? C'est respect, respect de la wedding planner? Ouais, c'est le respect Ouais. humain en fait. Alors Parce en que fait, c'est j'ai été toujours, oui, c'est confrontée à vrai des que je, clients qui m'ont très mal parlé, qui m'ont hurlé dessus, qui m'ont traité ouais, comme... alors effectivement, c'est vrai que j'aurais pu le traiter parce que vous me posez très très souvent la question. Alors, en fait, la réponse c'est ça dépend. C'est-à-dire que, et là je pense que Vincent il va me dire, ah oui, tu nous l'as raconté déjà 50 fois. Euh, En fait, vous ne pouvez pas rompre un contrat juste parce que des clients vous parlent mal, quoi. En fait, on peut mettre une clause de respect et ça m'arrive quelquefois pour certaines d'entre vous qui le veulent absolument, on peut le faire. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre fin à votre contrat pour un oui ou pour un non. Ce n'est pas simplement parce qu'un client vous parle mal que vous pouvez le faire. En fait, peut-être que certains connaissent la notion de conditions purement potestatives. En fait, je l'ai expliqué à certains ou certaines d'entre vous. En fait, un professionnel ne peut pas se permettre de résilier de sa propre initiative un contrat juste parce que un client parle mal à une wedding planner parce qu'il est stressé ou quoi que ce soit. Ce serait trop facile. Par contre, bien sûr, si vous êtes en mesure de prouver que, je sais pas moi, le client vous profère de vraiment des menaces, que c'est lourd, que ça va loin, il y en a certaines d'entre vous qui quelquefois ont eu des problèmes, et c'est toujours pareil, il faut être en mesure de le prouver, et c'est pas toujours évident. Parfois des wedding planners qui se font carrément draguer par les futurs mariés, ça peut choquer certaines, mais bon, malheureusement, on m'a déjà appelé pour me dire que ça arrivait. Donc, s'il y a voilà, des attouchements physiques et qu'il y a des menaces vraiment lourdes, bah oui, j'essaye dans ce cas-là de vous mettre quelque chose dans le contrat, mais attention. Quelquefois, les futurs mariés, ils peuvent mal vous parler. Moi, je suis sûre, je ne sais pas si Karen Ojeda, ma wedding planner, qui a géré mon mariage, je ne sais pas si tu es là, ma chère Karen. Bon, peut-être que je t'ai mal parlé la veille parce que j'étais hyper stressée, c'est possible. On peut pas, vous voyez, on peut pas résilier le contrat pour ça. Donc, il faut vraiment que ça aille un petit peu loin pour en arriver à dire j'arrête
et vous continuez l'organisation de votre mariage tout seul, si ça répond à votre question. Oui, C'est un petit peu touchy. Il je peux faut vraiment intervenir. Ouais, rentrer dans une zone c'est très clair. noire pour en être là. Je peux intervenir. Oui, Sandrine? Oui, donc vous dites en fait, il faut vraiment que ce soit répété en fait, qui est éventuellement. Répéter, et puis surtout, en fait, vous pouvez pas y aller sans preuve. C'est-à-dire que vous pouvez pas, on peut pas, moi, j'écris Oui, jamais. bien sûr. Après, moi, je suis pas à l'aise à l'idée d'écrire parce qu'il y a certains d'entre vous parfois qui me disent, voilà, euh, voilà, si on me parle mal, je veux pouvoir résilier. C'est pas comme ça que ça se passe parce que en fait malheureusement vous êtes sur un métier voilà où il y a de l'humain où il y a de l'affect et donc je me vois pas écrire dans votre contrat que voyez le moindre client qui utilise des mots un petit peu durs avec vous on résilie vous gardez les acomptes et il se débrouille voyez je pense que ça pourrait être interprété comme une clause abusive par contre il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit bon ben moi je veux une clause dans laquelle on écrit que voilà, s'il y a des tentatives d'abus sexuels, parce que c'est arrivé à certains d'entre vous, je veux pouvoir résilier. Là, ça passe. Mais là aussi, il faudra des preuves, il faudra des témoins ou il faudra des SMS. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est mettre une clause de respect, oui. La mettre à exécution, eh bien, tout dépend jusqu'où va la menace ou jusqu'où va la menace, quoi. Voilà, je vous propose de prendre encore une dernière question. Ah, il y a Valérie Oui, il y avait la Bernardin. question, pardon. Bonjour Valérie. Il y a une question qui intéressait plusieurs personnes, du coup, qui disait qu'il y avait Je vous un entends couple, mal. du coup, qui avait refusé que la wedding planner et la photographe. Vous m'entendez, Claire? Ouais, je vous entends pas hyper bien. Attendez, je tends l'oreille. Oui, Mélanie. Euh, Mélanie? non, je disais qu'il y a une dernière question, du coup, de Morgane. Ouais, vous m'entendez? Oui, allez-y. La question de Morgane sur le chat. Vous la voyez ou pas, Claire, qui correspond Euh, à un couple qui a refusé que la photographe et la wedding planner diffusent la galerie complète. Elle demandait si c'était légal. alors attendez, là, on serait dans le cas dans lequel Pardon. les clients refusent catégoriquement qu'on publie leur image à la fois côté wedding planner et à la fois côté photographe, c'est ça? Bon, je me permets d'intervenir. En fait, c'est des clients pour qui une amie wedding designer a fait tout le mariage et ils refusent que cette amie utilise les photos de décoration simplement, hein, sans les Ah, mais non, visages. vous pouvez les utiliser, les photos de déco, s'il n'y a pas de, s'il y Alors a oui, pas de photos de, pardon, s'il n'y a pas l'image des invités ou des clients, vous pouvez le faire. on est d'accord, mais du coup, ils ont mis la pression sur la photographe qui refuse de partager ces photos parce que les clients, enfin, c'est des clients qui, en gros, font des procédures à plein de professionnels. Et du coup, ils ont mis la pression sur la photographe qui refuse de partager ces photos. Ben, en fait, vous pouvez pas mettre pour le coup la pression sur vous, vous pouvez pas mettre la pression sur le photographe. Ça dépend. Ouais. Si vous avez signé un contrat, il y en a certains d'entre vous, hein, je le sais, hein, il y en a, ils ont, et c'est super. Certains d'entre vous ont un accord avec le photographe en disant, bah voilà, tu m'envoies les photos du mariage. Voilà. Si c'est juste des photos avec de la décoration et que vous avez un accord en vertu duquel le photographe s'est engagé à vous donner les photos de la déco, vous pouvez les publier et il doit vous les adresser. Par contre, si ce sont des photos, alors pour moi, il n'y a pas de sujet marié, parce que si ce sont des photos uniquement de la décoration, ça veut dire que la question du consentement des personnes, il y a pas il y a pas de question sur ça. Par contre, le photographe, effectivement, les photos, c'est sa propriété intellectuelle. Mais si lui, il se sent pressurisé par les mariés qui lui disent non, ne donne pas les photos à la wedding planner, bah expliquez simplement au photographe. Dites-lui, ben voilà, à partir du moment où il y a uniquement des photos de décoration, où il n'y a pas des photos de personnes, tu es en mesure et de les publier et de me les envoyer. Peut-être qu'une simple explication pourrait suffire, parce que peut-être que le photographe, il n'est pas au courant de la règle. Si ça Entendu, répond à votre merci. question. Merci beaucoup.
Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'étais Merci, ravie du coup Claire. de voir, de réapercevoir certains et certaines d'entre vous avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. Ce que je vais peut-être faire, je donne une petite information à ceux qui ont déjà travaillé avec moi. Je vais essayer de mettre en place une espèce de petite newsletter, même rapide, pour à échéance régulière, donc ceux avec qui j'ai déjà bossé et dont j'ai le mail, une petite newsletter pour vous dire, voilà, quand il y a parfois des choses à adapter sur votre contrat. Voilà, ça fait partie, comme je dis souvent, de mon SAV. Donc voilà, s'il y a des grosses news juridiques dans ces prochains temps, comptez sur moi pour voilà, vous faire une petite newsletter pour que vous soyez au courant. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end et Beaucoup. j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, Merci, Claire. Et Claire. on peut retrouver vos coordonnées du coup sur l'espace membre Associam, je Ouais. rappelle. Merci beaucoup. J'en profite pour vous demander simplement, Virginie, quel est le mail qu'on a donné sur l'espace? C'est claire.jacobstein, je pense? Le Gmail, ouais. Ouais, parfait, ok. Ouais, c'est ça. Nickel. Super. Oui, c'est parce que j'ai deux cabinets en fait, mesdames, donc voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À À Bonne très bientôt. journée à Merci bientôt. tous. Claire. Au revoir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, bonne journée.